Bien, je crois, Bernard, que finalement tu nous as amené à nous interroger chacun sur notre propre rapport au mariage et à l'engagement. J'imagine qu'on est en train de se demander chacun quel type d'engagement on va devoir signer à la fin de la journée. Pour rassurer tout le monde, il n'y a pas de papier ou d'obligation particulière. En revanche, peut-être qu'on peut... Oui, c'est vrai, tu les as cachés. Je les ai cachés. Mais peut-être que finalement, ce qu'on peut au moins essayer de faire aujourd'hui, c'est de marier nos idées et nos questions autour effectivement de la question de la VAE et de l'orientation. Et pour ça, ce qu'on a essayé ce qu'on voulait vous proposer, c'est de partager directement après chaque intervention pendant quelques minutes des premières réactions ou des premières impressions, et puis à la fin de l'ensemble de la table ronde, peut-être revenir sur certaines questions clés. Donc, qui veut initier le premier oui d'engagement à un mariage ou une première question avant le mariage? Parce que j'entends souvent parler d'auto-formation, et j'entends parler beaucoup autour de moi à Strasbourg des collègues aussi qui travaillent sur ce thème, et je dois dire qu'encore aujourd'hui, en 2010, donc, je me demande quelle est la réalité de l'auto-formation. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, très bon, hein, vraiment, et je vais lui filer de carré, merci, mais je ne sais pas. C'est un sujet social. Selon son rythme, avec l'aide de ressources éducatives et de médiation les plus choisies possibles. Et dans ce domaine-là, je crois que si on regarde la société, on est de plus en plus confronté à une sorte de bombardement d'offres éducatives et que les gens sont de plus en plus conduits à faire leur marché. Et puis cette auto-formation, pour moi, elle a une réalité dans la mesure où c'est toute la première partie que j'ai développée autour de la relation avec les expériences vécues. C'est-à-dire votre auto-formation, que vous le vouliez ou non, que vous la nommiez comme ça, vous êtes toujours dans une auto-formation que vous pouvez ignorer, mais qui est réelle. À cause que quand on a des résistes, quand on a des ruptures, quand on a des rencontres, quand on est amené parce qu'on a envie de résoudre un problème à se mettre à pouvoir essayer d'accéder à votre ordinateur pour faire quelque chose, et vous n'avez pas des manuels toujours très performants, vous faites appel parfois à l'autre. Enfin, je veux dire que l'auto-formation est permanente, elle a toujours existé, même si elle n'est pas reconnue, comme vous le dites, socialement, comme un objet. C'est tout de même un objet social peut-être non identifié, une sorte d'osni, comme il y a des ovnis, mais je vous jure que c'est tout de même aujourd'hui, depuis toujours même d'ailleurs, une réalité incontournable. On veut ou non, on est conduit à l'auto-formation, et plus qu'avant aujourd'hui, parce qu'il y a de l'Internet, il y a toute cette diversification des sources de savoir, et que ça dépasse l'autodidactie, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'une éducation tout le long de la vie. Parce que la société aussi change rapidement, et que vous êtes dans une société en évolution rapide, et puis que ce que vous mettez en place aujourd'hui ne marchera pas peut-être demain, parce que les choses ont évolué. Ça aussi, un ingénieur, avant, il pouvait être ingénieur à vie. Il y croyait d'ailleurs, le pauvre. Et puis, il s'est aperçu qu'au bout de 5 ans, s'il ne se plaît pas, il n'avait plus le droit au titre d'ingénieur. Et que dans ce domaine-là, les formations continues au niveau des écoles d'ingénieurs se sont développées. Et qu'il est obligé lui-même aussi de se recycler. Parce qu'il y a l'évolution des techniques et de l'environnement tel, et puis aussi cette mobilité accrue des personnes qui les oblige à des recyclages permanents. C'est pas une réponse. Jean-Louis Guillaume, formateur et consultant en logique, formation conseil et formation tout au long de la vie. Moi qui ai une longue pratique de formateur, maintenant j'ai l'impression d'avoir été marié 4 fois. Plus sérieusement, je me demandais dans l'historique que vous connaissez, quels étaient les moteurs de rupture, quelles étaient les causes de transformation. Qu'est-ce qui, sur le plan sociétal, justifiait qu'on soit passé du premier mariage à la formation expérience vécue à maintenant des problématiques d'accompagnement, de résolution de problèmes, etc. On revient. Alors, ma question derrière, c'est sans doute, est-ce qu'il y a des effets de mode? Oui, non. Est-ce que, par exemple, viennent percuter des problématiques socio-économiques, la place du MEDEF, la place des entreprises, le rôle qu'a joué la formation, d'abord historiquement comme accompagnement de quelque chose, puis ensuite reprise en main d'une certaine manière par le monde économique. C'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sous-jacent dans les problématiques qui viennent percuter et changer les modalités de la prévention de la formation.
société en évolution rapide. On est en effet de plus en plus obligé à se développer. Il y a un côté positif et un côté toujours obscur dans ça. Et puis il y a aussi quand même pas mal de côtés obscurs. Les côtés obscurs, c'est cette mobilité forcée auquel les gens sont de plus en plus conduits. On n'est plus dans une logique de carrière, on sait qu'on est obligé de changer parfois plusieurs fois. Qu'on va même au sein d'une même entreprise être obligé des mobilités internes importantes en fonction de l'évolution des emplois. Donc on a tous ces plans massifs de reconversion. Alors je ne parle pas des gens des Massaf et les faire Lorrain qui à l'époque étaient parmi les premiers à connaître ces ruptures. Mais c'est sûr que vous êtes dans des logiques où la société vous conduit aujourd'hui à la rupture. Le deuxième élément aussi qui est beaucoup plus ambigu, c'est cette responsabilité individuelle aujourd'hui, qui est le paradigme dominant du libéralisme, qui est tu es responsable de tes réussites comme tes échecs. Donc tu es dans une sorte de société de la marchandise où tu dois rester une marchandise présentable si tu veux trouver preneur. Et dans ce domaine-là, je crois qu'on est toujours conduit à se recycler. On peut même aller jusqu'à des cours de maquillage ou des cours pour se présenter, des trainings pour se présenter, des recrutements. Donc on est dans une logique où il faut rencontrer. On est aussi dans une logique ambiguë d'être un peu tous à la mode quelque part. Il y avait quelqu'un que j'ai entendu, j'ai pas retenu son nom, c'est dommage, parce que peut-être j'étais à la télé dans un débat, je regarde un peu la télé comme retraité, c'est une bonne fenêtre. Voilà une source de formation intéressante parmi les rencontres. Et il y avait un type qui développait le concept que j'ai beaucoup aimé de masturbation. La masturbation, c'est le toujours plus. Il faut toujours être plus, toujours être mieux, toujours aller plus vite, aller mieux. Donc, quelque part, on peut dire que ce besoin qu'on a de transformation, de formation, peut être lié aussi à cette logique de toujours plus. Il y a des sociétés qui ne sont pas dans la rapidité et qui sont dans un autre rythme et qui conçoivent la formation autrement. Il y a un film, parce que j'ai vu quelques extraits que je vais aller voir rapidement, qui s'appelle Bébé, qui est un film qui a été tourné autour de 4 enfants, je n'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits, 4 enfants pris dans des sociétés différentes. Un Africain, un Américain. Alors, vous voyez, l'Africain, il est dans une sorte de... et puis un Mongol aussi, de Mongolie. Donc le Mongol, les extraits que j'ai vus, c'est avec les bêtes dans le milieu naturel. L'Africain, il est dans cette société avec sa mère et cette communauté, dans un apprentissage collectif communautaire. Et alors, ce qui m'avait amusé, c'est que l'Américain, il commençait déjà, puisqu'on les suit jusqu'au premier pas, à commencer à faire des stages de trucs de groupe. Voilà, donc, voilà, et pour que ça soit sûrement à terme, la masturbation joue, que ça soit à terme quelqu'un qui va avoir une carrière fulgurante, puisque dans la société américaine, et c'est pas nouveau, puisque déjà Tocqueville le disait en rentrant des États-Unis, ta réussite, c'est toi qui soi et qui doit te mettre dans une logique de réussite et ça t'appartient. Donc là déjà dès le départ, comme en France on veut être dans une grande école pour son enfant, etc. Donc on est dans une logique qui pousse beaucoup à ça. Et parfois à une surconsommation. Après comment les gens le gèrent, ça c'est un problème. Et c'est comment ils se situent par rapport à la société. Est-ce qu'on est extro-déterminé ou pas? Je faisais travailler les étudiants en sociologie de l'éducation à Paris 5 en licence sur les déterminants sociaux. C'est-à-dire comment vous avez géré ce que les autres voulaient vous faire faire. Comment vous avez géré la famille, comment vous avez géré l'école, comment vous avez géré toutes les séries de choses. Comme ça, et donc on voyait comment il y avait des gens qui se laissaient plutôt guider par ces gens autres, et d'autres qui essayaient très vite de prendre leur liberté. Donc on est dans quelque chose aussi où l'attitude. Donc peut-être qu'un des projets de formation dans les compétences de base, ça serait d'apprendre aux gens à être, c'était toujours un projet éducatif, une sorte d'étoile auquel j'accrochais le chariot de mes petits projets, c'était toujours d'essayer de les rendre, c'est ça la qualification sociale, capables de tirer dans l'épingle du jeu et de prendre des distances par rapport justement aux déterminants sociaux. Et après, quand on avait fait ça, on pouvait aborder des concepts sociologiques classiques. Je pense que ça leur parlait, parce que le matériau, c'était venu eux-mêmes.
Donc c'était... Mais c'est pas une réponse, c'est une question absolument insolite. Non, mais s'il y avait une solution, tout le monde le saurait. C'est pas, tout le monde ne le ferait pas, mais tout le monde le saurait. C'est vraiment quelque chose d'important. Et très ambigu, en fait. Un côté yin, un côté yang.